Après un bac mathématiques, bac C à l'époque, en fait je me suis orienté, et un début d'études techniques et scientifiques, je me suis orienté vers les sciences humaines parce que je me suis aperçu qu'en fait j'étais beaucoup plus intéressé par les sciences humaines, la relation à l'autre, les métiers de la relation, que par les mathématiques qui sont par ailleurs une formation vraiment aussi structurée. Et donc je me suis orienté vers des études d'histoire. Et parallèlement, j'ai passé le concours à l'école normale pour être enseignant dans le premier degré, pour être instituteur. Parce que j'ai découvert la pédagogie, et quelque chose de l'ordre de la passion, on peut dire, qui m'a touché. Et puis, voilà, mon premier métier, ça a été instituteur, hein, dans des zones d'éducation prioritaires. Et c'était passionnant. Pour tout dire, je n'avais pas l'impression de travailler. Voilà, j'avais l'impression de faire quelque chose qui me passionnait, qui m'intéressait, qui avait du sens aussi, beaucoup de sens, quoi. Et puis on m'a demandé de faire de la formation d'enseignant sur un certain nombre de domaines, de choses que j'ai fait avec grand plaisir. Et j'ai découvert la formation d'adulte à cette occasion. Je m'y suis donné, et puis j'ai été appelé en fait par un cabinet de conseil et de formation externe, et qui m'a demandé de développer des modules de formation voilà, pour l'entreprise. Alors c'est une question vraiment aussi importante, car on nous la pose souvent dans les formations d'adultes. On nous pose cette question, et en justement en pointant des différences majeures. D'un point de vue de l'outillage pédagogique, des outils, il n'y en a pas. Moi, ce que j'ai fait quand j'étais instituteur, je mobilise les mêmes outils que pour faire de la formation de différents types, tout type de public, dans des différentes entreprises, hein, que ce soit la métallurgie, des hôpitaux, vraiment tout type de public. Ce qui va par contre principalement changer, je dirais, il y a une dimension éducative. Lorsqu'on a affaire à des enfants et des adolescents, qu'on est enseignant, on a à prendre en charge toute une dimension éducative, puisque le jeune se construit, et on n'est pas sur une simple mission de transmission du savoir. Chose qu'on aura un peu moins, je veux dire moins, quand on forme des adultes. L'autre différence, ça va être l'expérience. Un enfant ou un adolescent se construit son expérience dans la découverte, pas à pas, jour après jour. L'adulte que l'on va avoir en formation en entreprise, lui, arrive avec toute son histoire, son passé, son expérience, ses représentations, ses craintes, ses peurs. Et c'est principalement sur le regard et cette expérience que va se jouer cette différence. Alors, dans la littérature, si on veut utiliser des mots un petit peu savants, effectivement, on distingue les deux. On dit que la formation des enfants et des adolescents, c'est la pédagogie, hein, on parle de pédagogie. Et la formation des adultes, on appelle ça l'andragogie. Voilà. Mais la différence, pour moi, réside surtout dans une histoire de dimension éducative et d'expérience. Les entreprises, depuis maintenant un certain temps, développent beaucoup de savoir en interne, de savoir-faire, de savoir-faire professionnel, de technicité, qui sont portés par des experts, ce sont les professionnels, et qui doivent les transmettre, ces savoirs, en interne, puisque on voit que tout se complexifie, les entreprises doivent s'adapter, et travaillent de plus en plus avec des équipes multimétiers, et il y a une nécessaire acculturation des uns et des autres aux différents domaines d'expertise. Et pour cela, il y a une confusion à ne pas faire qui est souvent faite et qu'on est amené à poser dans le cadre de nos formations, qui est la confusion entre la maîtrise du savoir technique, ce qu'un professionnel a, voilà, et la maîtrise d'un savoir-faire pédagogique, qui est cette capacité à transmettre le savoir, ce qui est autre chose. Et donc l'enjeu pour les entreprises de faire de la formation à la pédagogie, c'est de permettre à des experts techniques, quelles que soient les expertises techniques, de leur faire acquérir des compétences à la transmission et au déploiement de ces savoir-faire techniques. Moi j'avais étudié ça au début où je m'intéressais à la formation de formateur. J'avais fait un DEA
sur la formation des compétences pédagogiques en entreprise, pour essayer de comprendre comment ça se passait, quels étaient les différents processus. Et on s'aperçoit que c'est un enjeu qui devient de plus en plus stratégique pour les entreprises, notamment dans les signatures d'accords d'entreprise entre les différents partenaires et qui mettent en évidence et en valeur cette compétence pédagogique. On parlera même, un des enjeux, c'est ce qu'on appelle en anglais le knowledge management, le management de la connaissance. Et on voit que c'est un véritable enjeu stratégique et qui est indissociable des capacités pédagogiques qui sont des capacités un peu transverses à toutes les expertises. Il y a la formation de ce qu'on appelle de tuteurs qui sont un enjeu très très fort pour les entreprises mais dans la société et qui vont renvoyer alors à deux caractéristiques je dirais propres. C'est que dans la formation de tuteurs on va être plus sur une relation on va dire de duel. Il y a un tuteur et un apprenant, alors qu'on va appeler apprenti avec cette dimension un petit peu juridique de l'apprenti, on va l'appeler quelqu'un qui vient apprendre un métier. Donc c'est cette relation duel, et ce qu'on va demander à un tuteur, ça va être justement de permettre à l'apprenant de rentrer dans un métier, de développer des compétences, des savoir-faire relationnels. Et à ce tuteur, on va lui demander donc de transmettre aussi son expérience très individuelle, chacun étant unique, il va transmettre le tour de main, quel que soit le métier. Que ce soit un médecin, que ce soit un technicien de maintenance, que ce soit un éducateur spécialisé. Dans ces processus de tutorat, on va être sur cette relation du tour de main. Autre point aussi, c'est que ça va s'étaler dans le temps, puisqu'on est sur la construction de compétences, d'un début de construction de compétences. Cela va durer un certain temps et une grosse partie de cette relation va se passer dans l'espace de travail, sur le lieu de travail. Ce qu'on appelle formation de formateur au sens plus large, souvent on fait référence en fait à un formateur qui va être amené à transmettre de la connaissance, des savoirs ou des savoir-faire à un groupe de personnes sur une unité de temps et de lieu en fait beaucoup plus condensée. Ça va être les principales différences. Sachant qu'au plan pédagogique, les méthodes pédagogiques, les fondamentaux de la pédagogie, on va les retrouver dans les uns et les autres. Enfin, on va les retrouver dans la formation de formateur, comme on va les retrouver dans les formations au tutorat, mais qui ne vont pas se développer dans les mêmes contextes. Par contre, ce qu'un formateur aura dans une formation de groupe, c'est à maîtriser certains éléments de dynamique de groupe, de faire vivre le groupe pour faire un groupe apprenant, alors que dans une formation de tuteur, on va être dans une relation de 1 à 1. Non. Alors chacune avec des spécificités, des difficultés, des points d'appui et des ressources différentes, mais ce sont les principales caractéristiques de l'une et de l'autre que je citerai. Dans une formation, le plus important, c'est que l'apprenant puisse apprendre. Le verbe apprendre, le sujet du verbe apprendre, c'est l'apprenant, c'est pas le formateur. Souvent, en français, en fait, on confond un peu les deux termes qui est distingué en anglais, que les Anglais distinguent entre to learn et to teach. Nous, on a apprendre. Dans le langage courant, on dit viens, je vais t'apprendre ça. Tout le monde comprend, sauf que c'est faux. La seule personne qui va apprendre, c'est l'apprenant. Et ça, c'est important en pédagogie, et donc à Ressources Plurielles, dans tous les modules que l'on a pu construire, c'est de faire en sorte de permettre aux participants à ces formations de franchir toutes les étapes à travers des parcours, en lui proposant des méthodes, des différentes situations pédagogiques, en allant recourir plutôt à la ludopédagogie parfois, à d'autres types de pédagogie, mais qui vont lui permettre de parcourir ce chemin. Et le formateur, en fait, c'est un médiateur, c'est à la fois un médiateur et c'est un ingénieur pédagogique qui met en place des moyens d'accès pour l'apprenant aux différents contenus qu'il aura à acquérir. C'est vraiment ce qui fait un petit peu ce qu'on a pu constater à travers les retours des clients, la marque de fabrique de Ressources Plurielles, c'est cette centration vraiment sur l'apprenant. Ce qui veut dire qu'il faut avoir vraiment en tête deux compétences, on va dire, une compétence essentielle, c'est l'empathie. C'est cette capacité en fait à se mettre à la place de l'apprenant. Voilà.
quel que soit son niveau, d'où il vienne, quel que soit son état émotionnel, de façon à mettre en fait les méthodes, les techniques pédagogiques au service de l'apprenant. Voilà. C'est Mérieux, Philippe Mérieux, qui est un grand pédagogue, qui disait que les formateurs, alors il parlait des enseignants, lui. Il disait que les enseignants, ce sont des ingénieurs des modes d'accès au savoir. Et je trouvais que la formule est tout à fait intéressante. C'est qu'au-delà du contenu, en fait, la spécificité du formateur, c'est d'être capable de monter des dispositifs pédagogiques. Moi, j'appelais ça tout à l'heure un écosystème, en fait, et des dispositifs pédagogiques, quelle que soit la technicité. Alors, du distanciel, du présentiel, on en parle beaucoup actuellement. Pour moi, ça, c'est de la technique au service de l'acte d'apprendre. Depuis maintenant un certain temps, un certain nombre d'années, les grandes évolutions constatées de là où on est, à ressources plurielles, je dirais il y a deux dimensions dans ces évolutions. Il y a une première dimension un peu spatio-temporelle. On est amené à développer des formations sur des publics qui sont aux quatre coins de la Terre, en synchrone, c'est-à-dire, il faut rappeler qu'on travaille aussi avec des grands groupes, donc à gérer à la fois en fait les décalages de fuseaux horaires dans les formations, aussi l'interculturalité, ça aussi c'est une dimension de plus en plus importante. Et puis dans le temps, on est sollicité, on est amené à monter des formations qui sont de plus en plus, on va dire, précises et condensées sur les modalités, les moments où on va être ensemble, mais avec tout un travail un peu d'intermédiation entre les différents temps. Donc il y a cet aspect un peu spatio-temporel. Et puis il y a une autre dimension que sont les évolutions sociétales, et notamment les différents profils générationnels. On parle des boomers, des gens, l'ancienne génération, génération X, génération Y, génération Z, génération Alpha. Au-delà des constructions sociologiques sur le terrain, on voit qu'effectivement ça correspond à des besoins, des comportements différents, qui ne sont pas du tout antagoniques. Moi je crois que je n'abonde pas au conflit générationnel, même si on peut le voir, mais au contraire que chaque génération en fait, contribue à la génération d'après. L'enjeu pour la formation, c'est de mettre en place des formations qui permettent justement ce dialogue intergénérationnel. Alors c'est un enjeu tout à fait passionnant d'ailleurs. Donc voilà, deux points, deux différences essentielles en conclusion, qui vont se traduire en termes de nécessité pour les organismes de formation, nous en l'occurrence, à ressources plurielles, c'est de monter des formations qu'on appelle hybrides. Des formations dans lesquelles on va retrouver différentes modalités, du présentiel, du distanciel, de l'auto-formation, des formations de groupe mais avec des moments tutorés, comme on le disait auparavant, donc de faire véritablement de nouvelles ingénieries de formation intégrant bien sûr les nouvelles technologies et le digital.